Lorsque la guerre prit fin en Europe, les Alliés furent confrontés à une tâche sans précédent, juger publiquement les principaux dirigeants d'un État vaincu pour des crimes commis pendant des années sur de multiples fronts et contre des populations entières. De cette décision naquit le tribunal militaire international de Nuremberg. Mais avant que les accusés ne s'assoient devant les juges, quelqu'un devait répondre à une question préalable. Était-il mentalement apte à être jugé ? Dans ce contexte apparut le nom de Douglas Kelley. C'était un officier relativement jeune, formé en psychiatrie et doté d'une expérience sur le théâtre européen des opérations. L'armée américaine lui confia une double mission, évaluer la santé mentale des détenus et contribuer à les maintenir stables jusqu'à la fin de la procédure. Il y avait une composante pragmatique très claire. Une bouffée psychotique, un effondrement nerveux ou une vague de suicide pouvaient mettre en danger la légitimité des procès. La prison de Nuremberg, dirigée par le colonel Burton Andrus, devint le laboratoire de travail de Kelley. Dans un même couloir, dans des cellules numérotées, se concentraient certaines des figures les plus redoutées du XXe siècle. Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, entre autres. Chacun d'eux portait une histoire personnelle, un rang militaire ou politique et un ensemble d'accusations allant de la conspiration au génocide. Le psychiatre devait voir, un par un, tous ces hommes. La mission officielle était parfaitement définie en termes juridiques. Kelley devait déterminer si les accusés comprenaient la nature des chefs d'accusation, s'ils pouvaient collaborer avec leurs avocats et s'ils distinguaient, dans des termes élémentaires, le bien du mal. Si un prisonnier présentait un tableau psychotique sévère, des délires incontrôlables ou une détérioration cognitive extrême, sa capacité à être jugé devenait douteuse. Le tribunal avait besoin de rapports clairs, directs, sans ambiguïté. Mais dès le début, Kelley sentit que ce n'était pas toute l'histoire. Il n'était pas face à des patients admis volontairement dans un hôpital, mais devant des responsables directs d'un appareil de destruction massive. La question professionnelle, est-il compétent pour être jugé, se mêlait dans son esprit à une autre, bien plus vaste. Qu'est-ce qui fait qu'une personne de ce type en arrive à ordonner et à justifier des crimes d'une telle ampleur ? La mission médicale se transforma presque inévitablement en une expérience psychologique unique. L'atmosphère de la prison renforçait cette impression. Les cellules étaient petites, éclairées en permanence, surveillées jour et nuit. Les gardiens devaient consigner tout geste étrange, tout commentaire laissant entendre une intention suicidaire. Ce n'était pas une préoccupation théorique. Certains détenus nazis s'étaient déjà donné la mort avant les procès, et les Alliés voulaient éviter que cela se reproduise. Chaque flacon, chaque corde, chaque objet potentiellement dangereux était contrôlé. Au milieu de cet environnement rigide, Kelley se déplaçait avec une liberté relative. Il avait un accès quotidien aux cellules, pouvait converser avec les prisonniers, les observer dans des moments de calme et de tension, voir comment ils réagissaient aux nouvelles de l'extérieur ou aux décisions du tribunal. Il comprit très vite qu'il ne suffisait pas d'appliquer quelques tests et de signer un rapport. S'il voulait comprendre quel type d'homme il avait devant lui, il lui fallait du temps, de la répétition, et un contraste entre ce qu'il disait et la manière dont il le disait. Au début, Kelley lui-même s'attendait à trouver un schéma clair de maladie mentale. Pas nécessairement chez tous, mais au moins chez les chefs. Des délires de grandeur frôlant la psychose, une déconnexion de la réalité, un type de trouble capable d'expliquer ce qu'ils avaient fait. Il lui semblait presque impossible que des décisions aussi extrêmes puissent naître d'esprits ordinaires. Ce préjugé initial, partagé par une grande partie du public, donnait à sa mission une tonalité presque rassurante. Si les nazis se révélaient être fous, le monde pourrait peut-être se tranquilliser en pensant que ce qui s'était produit était une anomalie irrépétible. Mais à mesure que les jours passaient, son attention se déplaça de la recherche de symptômes spectaculaires vers quelque chose de plus subtil. La structure de la personnalité, la manière de raisonner, les justifications morales que les détenus utilisaient pour expliquer leur rôle dans le régime. Le travail cessa d'être un simple filtre médical et devint une sorte d'interrogatoire psychologique parallèle au processus judiciaire, dans lequel Kelley lui-même était juge, observateur et, dans une certaine mesure, unique public. Dans ce cadre, Hermann Göring se mit immédiatement en évidence, non seulement par son rang, mais par la manière dont il prenait le contrôle de tout espace où il entrait.
Le psychiatre comprit rapidement que sa mission ne serait pas une formalité clinique routinière. Évaluer l'esprit de Göring deviendrait le centre de son travail à Nuremberg et la clé pour répondre à la question qui le poursuivait depuis son arrivée. Si cet homme n'était pas fou, qu'était-il exactement? Le patient qui commandait dans la cellule, premier portrait de Hermann Göring. Lorsque Douglas Kelley commença ses rondes dans le couloir des cellules de Nuremberg, il ne tarda pas à identifier qui était l'axe invisible de ce petit univers. Il n'était pas nécessaire de lire le dossier. Il suffisait d'observer quelques minutes pour comprendre que, même vaincu, sans uniforme et derrière les barreaux, Hermann Göring continuait à se comporter comme un homme habitué à commander. Les autres accusés jetaient des regards en coin vers sa porte, attendaient ses commentaires, mesuraient leurs paroles en fonction de la réaction de l'ancien maréchal du Reich. À première vue, la figure de Göring attirait l'attention par sa seule présence physique. Il avait considérablement maigri depuis sa capture à la suite d'un processus contrôlé de désintoxication à la morphine à laquelle il avait été accro pendant des années. Mais il conservait néanmoins une corpulence imposante, une posture droite et une manière d'occuper l'espace qui imposait le respect même dans l'exiguïté d'une cellule. Lorsqu'il s'asseyait face à Kelly, il ne le faisait pas comme un patient hésitant, mais comme un homme habitué à régler des affaires d'État. Dès les premiers entretiens, le psychiatre remarqua que Göring avait un talent particulier pour s'approprier la situation. Il se levait lorsqu'un officier entrait, saluait avec une courtoisie calculée, lançait une plaisanterie ou une remarque spirituelle pour détendre l'atmosphère et, en quelques secondes, donnait l'impression que c'était lui qui recevait les visiteurs et non l'inverse. Dans ses conversations avec Kelly, il répondait aux questions avec aisance, souvent en les développant, en déplaçant l'attention vers des thèmes qui lui étaient plus favorables. Il ne montrait ni anxiété apparente, ni peur explicite, ni trace de confusion mentale. Dans la cour de promenade, lors des sorties contrôlées, son leadership était encore plus manifeste. Les autres prisonniers avaient tendance à se regrouper naturellement autour de lui. Certains recherchaient son approbation, d'autres sa protection symbolique, ou du moins sa compagnie. Göring distribuait commentaires sarcastiques, observations politiques et souvenirs de l'époque du pouvoir avec un mélange de nostalgie et d'arrogance. La hiérarchie informelle de la prison reproduisait, en version réduite, la structure de pouvoir de l'Ancien Régime, et il en occupait le sommet. Kelley observait ce comportement avec une curiosité clinique. Pour un psychiatre habitué à voir ses patients dans des contextes hospitaliers où l'autorité appartient au médecin, il était déconcertant d'avoir affaire à quelqu'un qui semblait revendiquer le contrôle de la scène, même en tant que détenu. Au lieu d'un homme brisé par la défaite, il trouvait un individu qui continuait à utiliser son charisme comme un outil de domination. Cette capacité à organiser l'environnement social autour de lui constituait pour Kelley l'une des clés du personnage. Lors des entretiens en tête-à-tête, Göring déployait toute son habileté à se présenter comme une figure historique. Il aimait raconter des épisodes de son passé, ses années comme as de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, son rôle dans les premières années du parti nazi, son ascension fulgurante dans la hiérarchie du Troisième Reich. Il relatait batailles politiques, intrigues internes et décisions de haut niveau, toujours avec lui-même au centre de la scène. Kelley remarqua que même lorsqu'il admettait des erreurs, il le faisait d'une manière qui renforçait son image d'homme fort, indispensable, presque tragique. Ce qui frappait, ce n'était pas seulement le contenu de ses paroles, mais le ton. Göring parlait avec clarté, avec des phrases bien construites, utilisant l'humour quand cela l'arrangeait et le dramatisme lorsqu'il voulait souligner un point. Il pouvait passer de l'arrogance au victimisme en quelques secondes s'il percevait que cela suscitait une certaine empathie chez son interlocuteur. Il ne semblait jamais perdre de vue l'effet que produisaient ces mots. Ce n'était pas le discours d'un délirant, c'était la prestation calculée de quelqu'un qui savait qu'il avait encore une audience. Kelley observa également la manière dont Göring gérait l'information à l'intérieur de la prison. L'ancien dignitaire nazi se présentait aux autres détenus comme un expert du système judiciaire allié, quelqu'un qui savait comment fonctionnaient les Américains et ce qu'ils pouvaient attendre du tribunal. Parfois, il minimisait la gravité de la situation. D'autres fois, il se montrait défiant, insistant sur le fait que l'histoire les jugerait différemment. Cette combinaison de sécurité et de défi renforçait son leadership informel.
En privé, cependant, une autre facette apparaissait. Lors de certaines séances, lorsqu'il se sentait plus détendu, Göring laissait transparaître des moments d'introspection calculés. Il pouvait reconnaître que la guerre était perdue, que le Reich s'était effondré et que, probablement, il ne sortirait pas vivant de Nuremberg. Mais même alors, sa principale préoccupation semblait être la manière dont il serait rappelé. Il revenait sans cesse à l'idée de la postérité, de sa place dans les livres d'histoire, de l'image qui resterait gravée de lui. La peur n'était pas tant celle de la mort que celle de l'insignifiance. Pour Kelly, ce détail était fondamental. Un homme obsédé par son héritage est constamment en représentation, même dans l'intimité d'une cellule. Chaque geste, chaque réponse, chaque confidence potentielle devient une pièce de l'image qu'il veut construire. Le psychiatre comprit qu'en s'asseyant face à Göring, il ne parlait pas seulement à un accusé. Il se trouvait confronté à un acteur conscient d'être observé et qui utilisait la situation pour continuer à exercer un contrôle. La relation entre les deux hommes se chargea peu à peu de nuances. Göring semblait prendre plaisir au jeu intellectuel des entretiens. Parfois, il tentait d'inverser les rôles, posant des questions à Kelly sur la politique américaine, sur la moralité des bombardements alliés, sur l'avenir de l'Allemagne. Tout cela avait un double objectif, s'humaniser aux yeux du médecin et, en même temps, le mettre à l'épreuve, mesurer ses réactions, explorer jusqu'où il pouvait l'influencer. Kelly, de son côté, essayait de maintenir une distance professionnelle, mais ne pouvait nier que le sujet le fascinait. Le contraste entre le dossier des crimes et l'homme concret qu'il avait devant lui était brutal. Il ne voyait pas un individu décomposé, incohérent ou coupé de la réalité, mais quelqu'un qui conservait un contrôle remarquable de lui-même et des autres, même dans la pire circonstance de sa vie. Cette discordance entre la monstruosité des actes et l'apparente normalité du comportement s'imposa peu à peu à l'esprit du psychiatre, qui commença à soupçonner que sa mission à Nuremberg le conduirait à une conclusion que personne ne voulait entendre. Dans le laboratoire de l'esprit, épreuves psychologiques et résultats. Pour Douglas Kelly, les impressions qui se formaient dans le couloir des cellules n'étaient pas suffisantes. Le psychiatre voulait plus que des intuitions sur le caractère de Göring et des autres détenus. Il lui fallait des données. Il venait d'un milieu académique fortement marqué par l'essor des tests psychologiques, avait travaillé à l'Institut Rorschach et était imprégné de l'idée que l'esprit pouvait être décrit à l'aide de procédures systématiques. Nuremberg lui offrait à cet égard un laboratoire unique et terrifiant. 22 dirigeants d'un régime criminel, concentrés en un même lieu, plus ou moins disposés à se laisser examiner. La batterie que Kelly prépara combinait plusieurs niveaux. D'abord, un examen médical complet, état physique général, antécédents de maladies, éventuelles séquelles de blessures de guerre, consommation de substances. Il savait que toute altération organique pouvait influencer le comportement ou simuler un trouble mental. Ensuite, des entretiens cliniques prolongés, au cours desquels il ne se contentait pas de poser des questions directes, mais observait aussi la manière de parler, la cohérence du discours, les lapsus, les silences. Et enfin, les instruments les plus novateurs, des tests d'intelligence et des tests projectifs, en particulier les planches de Rorschach, ces taches d'encre apparemment symétriques qui invitaient à l'interprétation. Avec Hermann Göring, il appliqua l'ensemble du dispositif. Il commença par les tests d'intelligence. L'ancien maréchal du Reich se montra ravi d'y participer. Pour un homme obsédé par la hiérarchie, tout classement était une occasion de se distinguer. Face aux exercices de vocabulaire, de raisonnement logique et de compréhension de situation, il répondait rapidement, souvent avec un léger sourire de suffisance, comme si l'épreuve l'amusait. Le résultat fut sans appel. Kelly releva un quotient intellectuel de 138, l'un des plus élevés parmi les accusés. Ce chiffre, loin de surprendre Göring, sembla confirmer l'image grandiose qu'il avait de lui-même. Du point de vue clinique, ce nombre avait un double tranchant. D'une part, il renforçait l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un individu détérioré, mais parfaitement capable de comprendre des nuances, des conséquences, des stratégies. D'autre part, il obligeait à écarter certaines explications faciles. Il était difficile de soutenir que des décisions aussi complexes que la construction de l'appareil répressif nazi aient été le produit d'un esprit grossier ou confus. Pour Kelly, le haut niveau intellectuel de Göring rendait son parcours criminel plus inquiétant encore et non moins. L'étape suivante fut celle des tests projectifs.
Avec les planches de Rorschach, l'objectif était moins de mesurer que d'observer la manière dont le sujet organisait une réalité ambiguë. À chaque tâche, l'évalué devait dire ce qu'il voyait et expliquer pourquoi. Göring aborda la tâche avec un mélange de curiosité et de théâtralité. Il prenait chaque planche avec soin, la faisait pivoter, la commentait à voix haute, comme s'il participait à un jeu de salon. Les réponses qu'il donnait avaient tendance à être structurées. Il ne divaguait pas sans direction et ne se perdait pas dans des associations incohérentes. Il voyait des figures humaines, des animaux, des scènes d'action. Il introduisait souvent des éléments de mouvement, de combat, de force. Il n'y avait ni hallucination ni rupture avec la réalité perceptive de base. Pour Kelley, c'était une donnée essentielle. Le test ne révélait pas une psychose, un monde privé déconnecté du réel, mais un esprit qui utilisait des catégories de pouvoir, de lutte et de leadership pour organiser même des images neutres. En parallèle, il demandait aux prisonniers d'écrire de brèves autobiographies. Göring s'y livra avec enthousiasme. Dans ces pages, le psychiatre trouva une version écrite de ce qu'il entendait déjà lors des entretiens. Un récit centré sur lui-même, sur son courage, sur son ascension, sur ses sacrifices pour l'Allemagne. Les échecs étaient attribués aux autres, les décisions les plus dures justifiées comme inévitables. Cette combinaison d'auto-justification et d'orgueil correspondait au profil qui se dégageait des autres épreuves. Kelley ne travaillait pas seul. Gustave Gilbert, psychologue social et officier de l'armée, collaborait étroitement avec lui, en particulier dans l'administration des tests et dans la traduction lorsque cela était nécessaire. Tous deux partagèrent protocole et registres, mais pas toujours les mêmes interprétations. Tandis que Kelley avait tendance à se concentrer sur la structure cognitive et l'absence de désorganisation, Gilbert mettait l'accent sur les aspects moraux et sur le contenu idéologique des réponses. Cette différence d'accentuation deviendrait plus visible avec le temps, mais elle était déjà présente à ce stade de l'évaluation technique. Considérées dans leur ensemble, les informations recueillies sur Göring dessinaient un profil cohérent. À aucun moment n'apparut de preuve d'hallucination, de délire de persécution, de perte de mémoire massive ou de confusion grave. Il n'y avait aucun signe de démence ni de trouble organique cérébral. La pensée était organisée, l'attention soutenue, l'orientation intacte. Ses plaisanteries, son ironie et ses changements de ton étaient parfaitement calculés et non des explosions imprévisibles. Ce qui ressortait avec force, en revanche, était un trait que Kelley nota à maintes reprises, l'égocentrisme extrême. Dans les conversations, dans les tests, dans les écrits, Göring se plaçait au centre de tout. Le destin de l'Allemagne, le cours de la guerre, les décisions politiques, même le sens des procès semblait graviter dans son récit autour de sa personne. Le test d'intelligence montrait des capacités, le Rorschach, une imagination chargée de pouvoir et d'action, l'autobiographie, une narration héroïque de lui-même. L'ensemble suggérait une personnalité autoritaire, narcissique, mais loin de l'effondrement psychotique. Un autre point qui intéressait Kelley était la relation entre personnalité et addiction. On savait que Göring avait été capturé avec une énorme réserve de comprimés de paracodéine et qu'il en avait dépendu pendant des années. À Nuremberg, sous supervision médicale, il perdit du poids et réduisit sa consommation. Le psychiatre commença cependant à soupçonner que, plus qu'une addiction dévastatrice, ce qu'il observait relevait d'une habitude profondément ancrée chez un homme habitué au luxe et aux rituels de confort. Le besoin de contrôler chaque aspect de sa vie, y compris ses propres formes de plaisir, correspondait mieux au profil général qu'à celui d'un toxicomane hors de contrôle. Lorsqu'il comparait les résultats de Göring à ceux des autres accusés, Kelley constatait des variations individuelles, mais aucun gouffre clinique entre eux. Les hauts dirigeants nazis ne formaient pas un groupe de psychotiques aisément identifiables. Ils étaient, pour la plupart, des hommes fonctionnels, capables de maintenir une conversation logique, de comprendre leur situation juridique et de se souvenir avec précision de leur passé. Ce n'est que dans des cas isolés, comme celui de Robert Ley, que le psychiatre détecta une détérioration mentale si grave qu'il était justifié de parler de véritable maladie mentale. Cette constatation, froide sur le papier, frappa Kelley sur le plan personnel. Il était arrivé à Nuremberg avec l'espoir de trouver une explication psychiatrique qui séparerait ces hommes du reste de l'humanité. Les épreuves, cependant,
lui renvoyait une image différente, celle d'individus très capables, émotionnellement superficiels, centrés sur eux-mêmes et sur le pouvoir, mais sans les signes de folie que beaucoup s'attendaient à voir. La psychologie expérimentale n'offrait pas au monde une coartada de scientifiques, mais tout le contraire. À mesure que les résultats arrivaient et que l'image clinique de Göring se consolidait, Quelley commença à pressentir la conclusion à laquelle il serait contraint d'aboutir. Le problème n'était pas une pathologie exotique et rare, mais une combinaison de traits relativement courants tels que l'ambition, l'égocentrisme et l'obéissance à sa propre cause, mise au service d'un projet politique criminel et protégé par un appareil de pouvoir gigantesque. Les tests psychologiques, loin de rassurer, ouvrirent la porte à une idée bien plus inquiétante. Dans certaines circonstances, des personnes présentant des profils similaires pourraient apparaître dans n'importe quel pays et à n'importe quelle époque. Le charisme comme arme, le contrôle invisible de Göring sur ceux qui l'entouraient. Dans la prison de Nuremberg, les barreaux, les lumières allumées toute la nuit et la surveillance constante semblaient réduire les anciens hiérarques nazis à de simples numéros de cellules. Mais sous cette surface disciplinée continuaient de fonctionner les mêmes forces invisibles qui avaient structuré le pouvoir dans le Troisième Reich. Hiérarchie, loyauté, ressentiment et, surtout, le charisme. Hermann Göring, même vêtu d'une tenue de prisonnier, restait un spécialiste de cette forme de domination. Douglas Quelley le remarqua très vite. Il suffisait d'observer le couloir à l'heure des promenades ou lors des rares moments où les cellules s'ouvraient pour constater que l'ordre naturel du groupe n'était pas dicté par le règlement, mais par l'influence de Göring. Lorsqu'il parlait, le murmure des autres s'éteignait. Lorsqu'il lançait une plaisanterie, les sourires, parfois nerveux, se propageaient de porte en porte. Même ceux qui le détestaient ne pouvaient éviter de reconnaître qu'il continuait à organiser de manière silencieuse l'atmosphère du lieu. Quelley comprit que ce charisme n'était pas un simple ornement superficiel, mais un élément central de la structure psychologique de Göring. Il ne s'agissait pas seulement d'être sympathique, il s'agissait d'une aptitude presque instinctive à prendre le contrôle de toute situation sociale. À la table des interrogatoires, l'ancien maréchal nazi s'installait sur sa chaise, regardait son interlocuteur droit dans les yeux, évaluait son caractère en quelques minutes et ajustait son comportement en conséquence. Avec les gardiens américains, il adoptait un ton familier, presque militaire, de soldat à soldat. Avec les officiers du haut commandement, il se montrait plus solennel, soulignant son rang et son expérience. Avec les psychologues, il activait son mode le plus intellectuel, prêt à débattre d'idées et de théories. Cet ajustement constant n'était pas un signe d'instabilité mais de calcul. Göring savait que chaque personne entrant dans sa cellule pouvait devenir un médiateur vers le monde extérieur. Un gardien racontant des anecdotes, un médecin rédigeant des rapports, un pasteur parlant de son état d'esprit. C'est pourquoi il cherchait à les séduire, à différents niveaux tous. Il n'y parvenait pas toujours, mais il laissait rarement passer l'occasion d'impressionner. Pour Quelley, c'était comme observer un acteur chevronné changeant de registre selon le public, sans jamais perdre le contrôle de la scène. Ce même schéma apparaissait dans les séances plus formelles. Lorsque le psychiatre entamait un entretien structuré, avec des questions conçues pour évaluer la mémoire, le jugement et la pensée abstraite, Göring répondait avec précision, mais aussi avec des ornements. À une question simple, il ajoutait des détails, des anecdotes, des références historiques. Il ne se contentait pas de répondre, il transformait chaque réponse en une petite scène. Parfois, il anticipait la question suivante, comme s'il avait deviné le scénario. D'autres fois, il déplaçait l'attention vers des aspects qui lui étaient favorables, obligeant Quelley à recentrer la conversation à plusieurs reprises. Ce qui troublait le plus le psychiatre, c'était la facilité avec laquelle cette théâtralité pouvait se révéler séduisante, même pour des observateurs critiques. Aussi conscient fut-on de qui était Göring et de ce dont il était accusé, il y avait des moments où le ton aimable, l'ironie, l'apparente sincérité pouvaient susciter un sentiment de proximité. C'était un phénomène bien connu des psychologues, la capacité de certains individus à construire un lien émotionnel superficiel mais efficace, même en l'absence d'empathie réelle. En termes cliniques, on parlait de traits psychopathiques, affables, dans le langage courant simplement de quelqu'un qui a du charme, sans que l'on sache exactement pourquoi. Quelley en vint à définir ce charisme comme une sorte d'arme.
Il ne tirait pas de balles et ne déplaçait pas de divisions blindées. Mais il pouvait désarmer les défenses rationnelles, diluer la sensation de danger, transformer l'entretien, qui aurait dû être une analyse objective, en une sorte de conversation entre pairs. Le psychiatre s'obligea à maintenir une distance consciente. Après chaque séance, il notait non seulement ce que Göring avait dit, mais aussi la manière dont il l'avait fait se sentir. Quelles impressions subjectives cela avait provoqué. Il savait que la fascination pouvait se transformer en aveuglement. L'effet de Göring ne se limitait pas aux professionnels. Parmi les autres prisonniers, sa manière de parler et de se comporter favorisait une sorte de microcosme politique. 2 psychiatres, 2 diagnostics. Douglas Kelley versus Gustav Gilbert. Dans le couloir des cellules de Nuremberg, il n'y avait pas un seul psychiatre prenant des notes, mais 2. Douglas Kelley n'était pas le seul à converser quotidiennement avec les accusés, à observer leurs gestes et à enregistrer leurs réponses aux tests. À quelques mètres de lui travaillait Gustav Gilbert, psychologue de l'armée américaine, d'origine juive, élevé aux États-Unis, mais parlant un allemand parfait. Ils regardèrent les mêmes hommes, entendaient des histoires similaires, appliquaient des outils comparables. Pourtant, de ce matériel partagé émergèrent 2 diagnostics radicalement différents sur l'esprit de Hermann Göring et de ses compagnons. Gilbert était arrivé à Nuremberg avec une mission légèrement différente. En plus d'évaluer la santé mentale des prisonniers, il devait agir comme traducteur et observateur permanent de l'ambiance psychologique de la prison. Il passait de longues heures dans les cellules, parlait avec les accusés dans leur langue, les écoutait se confier, se quereller entre eux, justifier leurs actes ou se laisser aller à des crises. Contrairement à Kelley, issu de la psychiatrie médicale, Gilbert était plus proche de la psychologie sociale. Il s'intéressait à la manière dont l'esprit fonctionnait en groupe, à la façon dont le pouvoir et l'idéologie façonnaient le comportement. Pendant les premiers mois, les 2 hommes collaborèrent étroitement. Ils partageaient bureaux, rapports et impressions rapides après les entretiens. Ensemble, ils administrèrent les tests d'intelligence et les tests de personnalité, y compris la célèbre batterie de Rorschach. Ils commentaient ensuite, presque comme des collègues de laboratoire, les résultats qui apparaissaient, qui avaient le quotient intellectuel le plus élevé, qui semblaient le plus incertain, qui montraient le plus de froideur émotionnelle. Ils étaient très d'accord sur un point fondamental. Ces hommes étaient moralement dépravés, corrompus, responsables de crimes de masse. Mais lorsqu'il s'agissait de traduire cela en langage clinique, ils commencèrent à diverger. Pour Kelley, la question centrale était claire et relativement circonscrite. Les accusés étaient-ils exempts de psychose? Voyaient-ils chez l'un d'eux des délires, des hallucinations, une désorganisation de la pensée empêchant de comprendre le procès? Son critère était ancré dans la distinction classique entre maladie mentale grave et personnalité. Il pouvait admettre l'existence de traits dangereux, que le caractère de certains fût profondément narcissique ou cruel, mais cela n'équivalait pas automatiquement à un diagnostic psychiatrique les exonérant de responsabilité. Gilbert regardait la même réalité sous un autre angle. Il ne lui suffisait pas de dire qu'ils n'étaient pas fous au sens technique. Ce qu'il voyait, en particulier chez des figures comme Göring, lui paraissait plus sombre. Une combinaison de charme superficiel, de manque d'empathie, de capacité de manipulation et une facilité glaçante à justifier la violence. Lorsqu'il écrivit plus tard à ce sujet, il parla de psychopathie agressive, d'une forme de personnalité où l'absence de conscience morale n'était pas un détail, mais le centre même de la structure psychologique. Ce contraste apparaissait dans leurs descriptions respectives de Hermann Göring. Kelley le définissait, en essence, comme un homme très intelligent, extrêmement égocentrique, doté d'un talent pour le leadership et d'une capacité remarquable à contrôler ses émotions lorsqu'il le souhaitait. Il soulignait sa normalité clinique. Pas de rupture avec la réalité, pas de délire mystique, pas de confusion mentale. Gilbert, en revanche, préférait mettre en avant le côté sombre du personnage. Il le décrivait comme un psychopathe affable, capable de se montrer charmant et amusant tout en étant, au fond, dépourvu de véritable empathie pour la souffrance des autres et prêt à tout pour conserver son pouvoir. Dans la pratique quotidienne, ces différences théoriques se traduisaient par des échanges très concrets. Après un entretien particulièrement intense avec Göring, Kelley pouvait commenter que le prisonnier avait démontré, une fois de plus, un esprit clair, logique,
parfaitement capable de comprendre le cadre moral de ses actes, même s'il choisissait de les justifier. Gilbert, écoutant la même séance ou lisant la transcription, y voyait la confirmation d'une pathologie morale, un individu qui rationalisait le mal avec une froideur qui, à ses yeux, ne pouvait s'expliquer que par une profonde déviation de la personnalité. Ce n'était pas un simple débat académique. Les deux hommes discutaient, parfois avec vigueur, du sens de leurs observations. Gilbert soupçonnait Kelly de courir le risque de se laisser séduire par le charisme de Göring, de confondre brillance intellectuelle et normalité morale. Kelly, de son côté, craignait le contraire, que Gilbert projette sur les prisonniers le besoin humain de les voir comme des monstres exceptionnels, séparés par un abîme infranchissable du reste de la société. La polémique se concentra tout particulièrement sur l'interprétation des Rorschach. Les mêmes taches d'encre que Göring avait décrites en détail devinrent un champ de bataille. Pour Kelly, les réponses révélaient un esprit bien structuré, images organisées, absence de chaos perceptif, accent sur des figures de pouvoir et d'action correspondant à son histoire personnelle. Rien de tout cela, insistait-il, ne constituait à lui seul un diagnostic de folie ou de psychopathie clinique au sens strict. Gilbert voyait autre chose. Dans ces mêmes associations, il détectait des signes d'agressivité, de domination, de manque de chaleur humaine, des indices suffisants, selon lui, pour parler d'une personnalité gravement déviante. Avec le temps, cette guerre des interprétations devint presque emblématique. Kelly et Gilbert ne débattaient pas seuls. D'autres psychologues, psychiatres et historiens rejoignirent, des années plus tard, le débat sur la manière d'interpréter ces résultats. Certains défendaient la lecture la plus sévère de Gilbert. Les nazis de Nuremberg seraient, pour la plupart, des psychopathes, des individus dotés d'une configuration mentale exceptionnellement dangereuse. D'autres penchaient pour la thèse de Kelly. Ce qui inquiétait n'était pas de trouver des monstres cliniques, mais de constater jusqu'où des hommes psychologiquement fonctionnels pouvaient participer à des crimes de masse si le système leur offrait pouvoir et légitimité. Cette différence eut aussi des conséquences publiques. Gilbert resta plus longtemps à Nuremberg, suivit les phases finales du procès et publia rapidement son livre de mémoire sous forme de journal, qui eut une large diffusion. Le public, encore choqué par les horreurs récemment révélées des camps d'extermination, était plus réceptif à une explication parlant de personnalité malade, de criminels semblant porter une marque de malveillance presque biographique. Kelly, en revanche, parla et écrivit sur son expérience sur un ton plus froid et analytique, insistant sur le fait que, sauf dans des cas particuliers, il n'avait pas trouvé de fous, mais des hommes dangereusement normaux. Son message, plus difficile à accepter, eut moins d'écho immédiat. Au centre de ce choc théorique restait la figure de Göring. Pour Gilbert, son charisme, son sens théâtral, sa capacité à séduire l'interlocuteur faisaient partie d'un schéma psychopathique, le masque aimable derrière lequel se cachait un vide moral. Pour Kelly, ces mêmes qualités démontraient exactement le contraire de la folie. Elles montraient un individu qui connaissait très bien les règles du jeu social, savait lire les autres et les exploiter à son avantage. Si elle prouvait quelque chose, selon lui, c'était la nécessité de reconnaître que le mal pouvait se présenter avec un sourire et un discours logique. Une normalité terrifiante, le verdict final de Douglas Kelly. Après des mois d'entretiens, de tests, de conversations informelles et d'observations quotidiennes, Douglas Kelly se retrouva face à la tâche qu'il avait, au fond, toujours repoussée. Il devait mettre par écrit son verdict professionnel. Les juges et les commandants militaires n'attendaient pas de lui une théorie philosophique sur le mal, mais quelque chose de concret. Ces hommes, et en particulier Hermann Göring, étaient-ils mentalement capables d'être jugés et condamnés ? La réponse, à ce stade, ne dépendait plus de l'intuition, mais d'un ensemble de données que Kelly lui-même avait recueillies avec rigueur. Ces données montraient, à la fois clairement et de manière inquiétante, qu'aucune trace de psychose n'apparaissait chez Göring. Pas de délire persistant, pas de voix imaginaires, pas de confusion grave concernant le temps, le lieu ou les personnes. Sa mémoire était précise, sa pensée logique, sa capacité de concentration remarquable. Lorsqu'on lui parlait des charges retenues contre lui, il en comprenait parfaitement la portée. Il pouvait décrire la structure de l'État nazi, expliquer ses propres décisions politiques, anticiper les conséquences juridiques de ce qui se déroulait à Nuremberg.
Sur toutes les variables cliniques pertinentes, c'était un homme compétent. Dans ses notes sur les tests de Rorschach, Cayley utilisa une expression qui devint, avec le temps, célèbre. Il parla d'une personnalité de base normale. Cela ne signifiait pas que le caractère de Göring fût bienveillant ou équilibré, mais que, du point de vue de l'organisation psychique, il ne présentait pas les fractures associées à la folie. Les réponses aux planches d'encre étaient cohérentes, les associations structurées, la perception de la réalité intacte. Ce qui frappait n'était pas le chaos, mais autre chose, un égocentrisme colossal et une énergie émotionnelle entièrement orientée vers le pouvoir et le commandement. Dans son livre ultérieur et ses conférences, Cayley résuma ainsi sa découverte. Les principaux nazis de Nuremberg n'étaient ni des génies du mal ni des démons uniques dans l'histoire, mais des hommes présentant trois traits assez familiers: ambition de pouvoir, opportunisme extrême et absence notable de freins moraux lorsque le système leur offrait protection. Ils ne possédèrent pas, en tant que groupe, un profil psychologique exotique. Ce qui les distinguait était la combinaison de ces traits et l'opportunité historique de prendre le contrôle d'un État moderne. Ce diagnostic était plus dérangeant que n'importe quelle étiquette psychiatrique. Si le rapport avait affirmé que Göring était un psychotique dangereux ou un malade mental grave, le monde aurait pu respirer un peu. Les crimes du Troisième Reich auraient été expliqués comme le résultat d'une anomalie, d'une sorte d'accident clinique. Pourtant, la conclusion de Cayley allait dans le sens opposé. Ce qu'il avait observé, insistait-il, était la capacité de l'être humain à pousser à l'extrême des tendances présentes dans de nombreuses sociétés. Dans le cas précis de Göring, la synthèse était brutale. Voici un homme qui, face à la mort, pouvait parler avec aisance de stratégie politique, de loyauté envers le Führer, de sa fierté pour la Luftwaffe et de son rôle dans la construction du régime. Il comprenait l'ampleur des accusations et, pourtant, ne montrait aucun repentir véritable. Il pouvait admettre des erreurs tactiques, reconnaître des défaites militaires, regretter des décisions contre-productives, mais remettait rarement en question, au fond, la légitimité du projet auquel il avait servi. La machinerie mentale qui avait justifié déportation, meurtre et guerre totale restait intacte, sans fissure psychotique, de l'autre côté du bureau du psychiatre. Cayley comparait cette stabilité au cas où il avait effectivement constaté une détérioration évidente. Robert Ley, par exemple, présentait un tableau de désorganisation mentale si grave que tout observateur pouvait le reconnaître. Là, on pouvait parler de maladie, mais ce n'était que des exceptions. La majorité des accusés, y compris l'ancien numéro 2 du Reich, fonctionnaient avec une clarté mentale ne laissant aucun doute juridique. Ils savaient ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait et étaient pleinement capables d'en rendre compte devant un tribunal. Lorsqu'il rédigea ses rapports formels, Cayley fut prudent dans le choix des mots, mais pas ambigu. Il souligna que Göring était en bonne condition physique et mentale pour affronter le procès, qu'il comprenait la nature des accusations et qu'il pouvait collaborer à sa défense. Il insista sur le fait que, du point de vue de la psychiatrie, il n'y avait aucune base pour le déclarer irresponsable. Il écrivit la même chose à propos de la majorité des autres détenus. Par cette décision, il contribua à garantir que le procès de Nuremberg se déroula sur la prémisse que les accusés étaient des sujets responsables et non des marionnettes malades. Cependant, dans ses notes personnelles et ses réflexions privées, le ton était plus sombre. Le psychiatre se rendit compte que ses conclusions avaient un effet paradoxal. En démontrant que les dirigeants nazis n'étaient pas fous, il montrait clairement que rien n'empêchait des personnes présentant des profils similaires d'apparaître ailleurs sous d'autres symboles et bannières. Ce qu'il avait observé dans les cellules de Nuremberg n'était pas un monstre unique, mais un type de personnalité capable de prospérer dès qu'une société était prête à le suivre. Cette idée, qui l'intriguait d'abord comme hypothèse professionnelle, commença à le hanter comme avertissement moral. Cayley tenta de formuler cet avertissement de manière positive. Il insista sur le fait que ce qui avait été appris à Nuremberg devait servir à renforcer les institutions démocratiques, à se méfier des discours simplificateurs et des leaders offrant des solutions absolues. Mais il savait aussi que son message se heurtait à un besoin humain très puissant. Croire que le mal absolu ne peut venir que d'individus anormaux. En niant cet échappatoire, il devint une voix inconfortable.
Beaucoup préféraient la version de Gustave Gilbert, avec ses diagnostics de psychopathie agressive, car elle correspondait mieux au désir de séparer les nazis du reste de l'humanité. La vie même de Kelly fut traversée par cette tension. En public, il parlait en scientifique, présentant graphiques, citant des tests, expliquant la signification de ses observations. En privé, il portait les images des accusés, écoutant les preuves des camps d'extermination, leurs blagues à huis clos, la facilité avec laquelle il pouvait passer d'une conversation triviale à la description froide d'un massacre. Cette coexistence entre normalité extérieure et abîme moral intérieur était, pour lui, la clé du problème, et aussi ce qui rendait si difficile de transmettre son message sans qu'il semble être un reproche adressé au reste du monde. Le verdict final de Douglas Kelly sur Hermann Göring et par extension sur beaucoup de ses collègues de banc se résumait en une phrase qu'il répéta sous différentes formes. Ils n'étaient pas fous, et c'est justement pour cela qu'ils étaient si dangereux. Le mal qu'ils représentaient ne pouvait être enfermé dans une catégorie clinique permettant de le tenir à distance. Il résultait de décisions conscientes prises par des individus qui comprenaient ce qu'ils faisaient et le justifiaient dans un cadre idéologique. À Nuremberg, le psychiatre ne trouva pas de consolation médicale, il y trouva un avertissement. Et cet avertissement, dans les années suivantes, devint le centre de sa croisade personnelle et le poids qu'il ne parvint jamais à abandonner. Le procès comme scène, l'influence de Kelly sur la manière d'affronter Göring. Lorsque s'ouvrirent les séances du tribunal militaire international de Nuremberg, le bâtiment du palais de justice devint bien plus qu'un simple espace juridique. C'était une scène. Dans la salle principale se croisaient caméras, sténographes, diplomates, correspondants de presse et observateurs militaires. On allait y décider non seulement du sort de 22 hommes, mais aussi du récit officiel sur la manière dont la responsabilité de la guerre et du génocide devait être comprise. Parmi tous les accusés, un occupait le centre de l'attention, Hermann Göring. Bien avant qu'il monte à la barre, les procureurs savaient qu'il ne s'agissait pas d'un accusé ordinaire. C'était l'ancien numéro 2 du régime, un orateur expérimenté, habitué à parler devant des foules et à s'imposer lors de réunions politiques. Les rapports psychiatriques provenant de la prison confirmèrent cette impression. Göring n'était ni confus, ni brisé, ni au bord de l'effondrement. C'était un homme intellectuellement brillant, narcissique, pleinement conscient de sa situation et déterminé à tirer le meilleur parti de chaque minute devant les juges. Dans ce contexte, le travail de Douglas Kelly prit un poids stratégique. Ses évaluations avaient conclu que Göring et la majorité des autres accusés comprenaient parfaitement la nature des charges, pouvaient suivre la procédure et collaboraient avec leurs avocats. Il n'y avait aucune base clinique pour les écarter du procès. En pratique, cela signifiait que le tribunal allait se retrouver face à un accusé fort, capable d'articuler un discours politique et de tenter de transformer le procès en une tribune pour sa propre version de l'histoire. S'il lui était permis de le faire sans contrôle, il pouvait utiliser le banc des accusés comme tribune. Les procureurs alliés, dirigés par l'Américain Robert H. Jackson et ses collègues britanniques et soviétiques, comprirent qu'ils n'allaient pas interroger un malade, mais un politicien aguerri. L'ouverture de Jackson, avec sa célèbre phrase selon laquelle cette guerre n'avait pas simplement eu lieu, mais avait été planifiée et préparée, visait directement l'idée de responsabilité consciente. Ce cadre correspondait au portrait que Kelly avait tracé. Les accusés n'étaient pas des marionnettes entraînées par des forces incompréhensibles, mais des hommes qui avaient pris des décisions et les avaient mises en œuvre depuis le pouvoir. Lorsqu'arriva le moment où Göring devait témoigner, toute la salle sembla se pencher vers la barre. Lors de l'interrogatoire direct, conduit par son propre avocat, l'ancien maréchal déploya tout ce que Kelly avait observé dans la cellule. Assurance, mémoire détaillée, talent pour la dramatisation. Il présenta sa vie comme le parcours d'un patriote ayant servi l'Allemagne depuis la Première Guerre mondiale. Il se présenta comme un homme d'État pragmatique qui aurait tenté de contenir les excès des autres s'il avait pu. Il recourut à la logique de l'homme d'État, ce ton dans lequel les crimes apparaissent déguisés en décisions nécessaires. Pendant ces premiers jours de témoignage, de nombreux observateurs eurent la sensation inconfortable que Göring retrouvait une partie de son ancienne aura. Il répondait rapidement, corrigeait les procureurs lorsqu'ils commettaient des imprécisions, insistait sur les technicités légales,
se souvenait des dates et des noms avec une aisance imposant le respect, même à contre-cœur. Dans la presse internationale, commencèrent à circuler des titres évoquant la renaissance de l'ancien leader nazi à la barre. Le danger que Kelley avait détecté en prison, c'est-à-dire la capacité de Göring à dominer tout espace social, se matérialisait désormais devant le monde entier. La réaction de l'accusation fut d'ajuster sa stratégie. Face à un accusé qui semblait à l'aise dans la rhétorique, la clé consistait à sortir de l'abstraction et à revenir, encore et encore, aux documents, aux ordres signés, aux procès-verbaux de réunion, aux statistiques de déportation et d'exécution. Le contre-interrogatoire, entre les mains des procureurs, devint un travail de démolition patient. Chaque fois que Göring tentait de s'envelopper dans des discours grandiloquents, on lui renvoyait des fragments de la machine bureaucratique qu'il avait contribué à mettre en marche. Dans le duel verbal avec Jackson, il y eut des moments où l'Américain sembla perdre le contrôle du rythme, pris dans les longues réponses théâtrales de Göring. Mais à mesure que d'autres procureurs se joignaient à l'interrogatoire et que la montagne de documents augmentait, l'éclat de l'accusé commença à se fissurer. Le charisme restait présent, mais il devenait de plus en plus difficile de dissimuler derrière lui le poids des preuves. Ce qui, aux yeux de Kelley, s'était manifesté comme un égocentrisme lucide et une capacité de manipulation, se transforma dans la salle en une succession d'évitements, de minimisation et de justifications qui commencèrent à sonner creux. Douglas Kelley n'était plus à Nuremberg lorsque ces scènes se déroulèrent. Il avait été promu et était retourné aux États-Unis avant que Göring ne monte à la barre. Mais il suivit le procès à travers des transcriptions, des nouvelles et des communications avec des collègues. À distance, il voyait se confirmer ce que ses entretiens en prison lui avaient appris. Göring restait le même homme qu'il avait connu, brillant et narcissique, incapable d'admettre une culpabilité morale profonde, convaincu qu'il pourrait sortir victorieux, du moins sur le terrain du récit. Ce qui était significatif pour Kelley n'était pas seulement la manière dont Göring se comportait, mais comment le tribunal le confrontait. Son diagnostic de normalité dangereuse avait renforcé l'idée qu'on ne devait pas traiter l'accusé comme un malade, mais comme un homme politique et militaire devant répondre point par point de ses décisions. En écartant la carte de la folie, l'accusation se concentra sur le fait de montrer que la compréhension qu'avait Göring de ses actes était aussi claire que sa détermination à les exécuter. Chaque fois que l'accusé tentait de se réfugier derrière la ligne de l'obéissance aux ordres supérieurs, les procureurs lui rappelèrent ses propres discours, ses instructions signées, ses déclarations de fierté concernant la répression. Dans cette tension entre l'attitude de l'accusé et la réponse du tribunal se jouait quelque chose de plus profond que la condamnation d'un seul homme. Ce qui était en jeu, c'était l'idée même de responsabilité individuelle dans un régime totalitaire. Si Göring avait été présenté comme un fou, l'histoire aurait été en partie réduite à une anomalie. En le montrant comme un homme mentalement compétent, articulé et calculateur, le tribunal, appuyé sur des évaluations comme celle de Kelley, souligna que les crimes du Troisième Reich avaient été commis par des personnes capables de penser, comprendre et planifier. Vers la fin du procès, lorsqu'il fut autorisé à faire une déclaration finale, Göring recourut à nouveau à son répertoire de ressources rhétoriques. Il se déclara victime de la justice des vainqueurs, attaqua la crédibilité des témoins, se présenta comme un soldat loyal à son pays. Mais son discours n'avait plus la même force. La succession de documents, de témoignages et de confrontations l'avait érodé. La salle, qui, les premiers jours, semblait pencher vers sa personne, le regardait désormais à travers le prisme des preuves accumulées et non de son charisme. Kelley interpréta cette issue comme une sorte de confirmation pratique de sa thèse. Le procès avait démontré, aux yeux du monde, qu'un homme cliniquement normal pouvait articuler une défense sophistiquée, jouer avec les mots et les émotions, et rester néanmoins exposé comme responsable de crimes de masse lorsqu'on le confrontait à la réalité matérielle de ses actes. La scène du tribunal, avec ses lumières, ses micros et ses sténographes, devint pour lui la prolongation naturelle de ce qu'il avait vu dans la cellule. La lutte entre le récit séduisant d'un individu et le poids implacable des faits. Lorsque la sentence condamna Hermann Göring à mort, la conclusion juridique fut nette. La psychiatrie avait fait sa part en déclarant l'accusé compétent. Le droit fit la sienne en établissant sa culpabilité. Ce qui flottait toutefois dans l'air était la leçon qui importait le plus à Kelley.
Le danger ne réside pas seulement dans les fanatiques incontrôlés ou les malades évidents, mais aussi dans ceux qui, comme son ancien patient vedette, savent utiliser la parole, le charme et la rationalité apparente pour entraîner les autres, pas à pas, vers l'abîme. La veille de la potence, le suicide de Göring comme dernière affirmation de contrôle. La nuit du 15 octobre 1946, le couloir des cellules de la prison de Nuremberg était préparé pour un rituel que les Alliés avaient planifié avec une précision presque chirurgicale. Le lendemain matin, 12 condamnés à mort, dont Hermann Göring, seraient transférés un par un jusqu'à l'échafaud installé dans le gymnase de la prison. Chaque pas, chaque signature, chaque témoin était prévu pour montrer au monde que la justice internationale pouvait s'exercer de manière froide, contrôlée et publique. Rien ne devait être laissé au hasard. Depuis des mois, le commandant de la prison, le colonel Burton Andrus, vivait avec une obsession, empêcher les suicides. Il avait déjà dû faire face à 2 morts auto-infligées sous sa garde et savait qu'un 3e pourrait ruiner sa carrière et surtout ternir l'image des procès. C'est pourquoi les cellules étaient sous surveillance permanente, les lumières restaient allumées, les prisonniers étaient fouillés fréquemment et tout objet suspect était retiré immédiatement. En théorie, il était impossible que quelqu'un cache quelque chose d'aussi mortel qu'une capsule de cyanure. En théorie. Göring connaissait bien cet environnement. Il vivait depuis plus d'1 an sous ce régime de contrôle extrême, surveillé jour et nuit, soumis à des fouilles constantes. Il avait perdu des dizaines de kilos, s'était désintoxiqué de la paracodéine, avait vu d'autres accusés sombrer psychologiquement. Lui, en revanche, semblait maintenir une sorte de discipline intérieure inébranlable. Il savait que sa condamnation était définitive. Le tribunal ne l'avait pas seulement déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, mais avait également rejeté sa demande d'être fusillé comme soldat. Il mourrait comme criminel ordinaire, pendu à une corde, ce qu'il considérait comme une humiliation intolérable. Dans les jours précédant l'exécution, la routine de la prison s'est remplie de gestes finals. Les condamnés ont écrit des lettres d'adieu, confessé leurs péchés au chapelain, reçu des visites limitées d'avocats et de fonctionnaires. Göring ne fit pas exception. Il rédigea des messages pour son épouse Amy et sa fille Eda, discuta avec son avocat des détails de son héritage, parla avec le pasteur protestant de la prison, Henry Guérec, et se permit même quelques blagues noires sur la mort imminente. Rien dans son comportement ne suggérait la panique ou la perte de contrôle. Il donnait plutôt l'image de quelqu'un qui continuait à mesurer chacun de ses mouvements. Selon les gardes, la nuit de l'exécution se déroula dans une apparente tranquillité. Göring s'allongea sur sa couchette, lut un moment et, à un moment donné, se coucha comme pour tenter de dormir. Le soldat posté devant sa cellule l'observait à travers le judas de la porte, comme toujours. Rien d'extraordinaire ne semblait se passer jusqu'à ce qu'en pleine nuit, le corps du prisonnier commence à montrer des mouvements brusques. Lorsque les gardes firent irruption dans la cellule, il était déjà trop tard. Göring agonisait, convulsant, une odeur pénétrante flottant dans l'air. Sur le lit ou sur le sol, selon divers témoins, apparaissait le petit récipient métallique qui avait contenu la capsule de cyanure. La scène déclencha le chaos. Les médecins de la prison confirmèrent le décès quelques minutes plus tard. Andrus fut informé immédiatement. La nouvelle se répandit comme un coup sec dans le bâtiment. Le prisonnier le plus surveillé, le symbole majeur du régime jugé à Nuremberg, avait réussi à déjouer tous les contrôles au dernier moment. Les journalistes, les officiers alliés, les fonctionnaires du tribunal se réveillèrent avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose de crucial. Le spectacle final de Göring pendu à l'échafaud, l'image qui devait clore de manière presque pédagogique le cycle du procès. À partir de cet instant, une autre histoire commença, celle du mystère sur la manière dont il avait obtenu le poison. Plusieurs théories circulèrent. L'une des plus anciennes affirme que Göring avait réussi à cacher, dès sa capture, une capsule de cyanure dans un pot de crème ou dans un objet personnel qui avait été conservé avec ses effets, et qui, d'une manière ou d'une autre, retourna entre ses mains grâce à l'aide d'un garde confiant. Une autre hypothèse évoque la collaboration volontaire d'un soldat américain qui l'aurait séduit par son charisme, le convainquant de lui remettre une médecine lors de sa dernière nuit. Des décennies plus tard, un ancien soldat nommé Herbert Stevers
affirma avoir passé une pilule dissimulée dans un stylo, croyant qu'il s'agissait d'un remède inoffensif. Aucune de ces versions n'a pu être confirmée de manière absolue. Ce qui était clair, en revanche, c'était le résultat. Göring avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Il évita la potence qu'il considérait indigne, frustrant le dernier acte du rituel de justice allié et laissant le commandant de la prison sous une ombre qui l'accompagnerait le reste de sa vie. Andrus accepta formellement la responsabilité et sa réputation fut durablement entachée. La mort du prisonnier ne fut pas seulement un défi au système de surveillance. Ce fut également un coup symbolique porté au scénario que les vainqueurs avaient préparé pour clore le procès. À distance, aux États-Unis, Douglas Kelly reçut la nouvelle avec un mélange de surprise et de confirmation. Il n'était plus à Nuremberg, ayant été transféré quelques mois plus tôt, mais restait obsédé par l'homme qu'il avait étudié pendant tant d'heures. Pour de nombreux observateurs extérieurs, le suicide pouvait sembler un acte désespéré, la réaction finale de quelqu'un qui ne supporte pas la proximité de la mort. Pour Kelly, cependant, il s'accordait trop bien avec tout ce qu'il avait observé chez Göring pour être réduit aux simples paniques. C'était, une fois de plus, une question de contrôle. Dans ses réflexions ultérieures, le psychiatre interpréta le suicide comme le dernier coup d'un homme qui refusait de laisser d'autres écrire la fin de son histoire. Toute la vie de Göring, telle qu'il la racontait, était traversée par la nécessité de diriger la scène, le héros de guerre, le ministre puissant, l'organisateur de la terreur, le prisonnier qui dominait encore le couloir des cellules. Aux yeux de Kelly, mourir pendu devant témoins, selon le calendrier fixé par le tribunal, aurait été une capitulation complète devant le pouvoir des vainqueurs. Avaler une capsule de cyanure dans sa cellule, en revanche, était une manière de dire « c'est encore moi qui décide ». Dans l'interprétation de Kelly, il ne s'agissait pas d'un geste romantique ou de dignité militaire. Göring ne mettait pas fin à ses jours pour sauver autrui, ni comme protestation morale. Il le faisait pour affirmer jusqu'au dernier instant sa capacité à échapper à la chorégraphie des autres. Il évitait l'humiliation publique, certes, mais surtout il refusait de devenir l'objet total du récit allié. Même mort, il veillait à laisser une énigme. Comment avait-il obtenu le poison? Qui l'avait aidé? Comment un homme sous surveillance constante pouvait-il déjouer le système? Ces questions détournaient en partie l'attention de la figure du condamné vers la faille de ceux qui le gardaient. Pour Kelly, ce détail était fondamental. Le suicide ne montrait pas un homme brisé, mais quelqu'un qui continuait à penser en termes d'avantages et de défaites, de scènes et de public, de scénarios et de contre-scénarios. Cela correspondait au diagnostic qu'il avait établi à la prison. Une intelligence élevée, une personnalité narcissique, une obsession pour l'héritage et un refus radical d'accepter la position de victime passive. Même face à l'inévitable, Göring avait trouvé un moyen de se présenter comme celui qui gagnait le dernier round, même si ce n'était que dans son imagination. Au fil des années, la capsule de cyanure qui mit fin à la vie de l'ancien maréchal du Reich devint un symbole chargé d'ironie. Pour le public, elle fut la preuve que même le dispositif de sécurité le plus strict peut être contourné par une personne déterminée. Pour les spécialistes de l'esprit criminel, elle fut un rappel inquiétant. La même impulsion de dominer, de contrôler, d'imposer son propre récit peut rester intacte jusqu'aux limites même de l'existence. Et pour Douglas Kelly, cette pilule fut surtout la confirmation que l'homme qu'il avait examiné n'avait pas changé dans l'essentiel. Son dernier acte ne contredisait pas le portrait psychologique construit à Nuremberg. Il le soulignait. Dans la nuit du 16 octobre, tandis que les autres condamnés étaient conduits à l'échafaud et que leurs corps étaient ensuite incinérés et jetés dans le fleuve, le cadavre de Göring continuait à faire l'objet de photographies, de rapports et de spéculations. La justice formelle avait été, dans son cas, frustrée dans la forme, non dans le fond. Il était mort, mais pas comme prévu. La potence resta en attente du prisonnier qui avait devancé le bourreau. Et quelque part aux États-Unis, le psychiatre qui avait tenté de démêler l'esprit de cet homme comprit que, même dans la défaite absolue, Hermann Göring avait réussi à décider comment et quand tirer le rideau.